Le 28 juin 1919, sous l'égide du traité de Versailles, naît l'Organisation internationale du travail. Dans son préambule, la constitution de l'OIT déclare « Les hautes parties contractantes sont mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable. » Et pour l'OIT, il ne saurait y avoir de paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. Le traitement décent des travailleurs est un sujet qui occupe depuis longtemps Albert Thomas. Le 17 avril 1919, l'ancien ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre défend devant la Chambre des députés sa proposition de loi sur les 8 heures. Ainsi se trouvent réalisés les 3-8, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Les loisirs de l'ouvrier, un autre homme s'en préoccupe. Il a réinventé les Jeux Olympiques en 1896. Il sera jusqu'en 1926 l'incontournable président du Comité international olympique. Mais en 1923, le baron Pierre de Coubertin est investi sur un autre sujet. Il s'est rapproché de l'OIT et travaille d'arrache-pied avec Albert Thomas pour unir monde du travail et monde du sport, démocratiser les loisirs et faire progresser la cause ouvrière lors de grands événements sportifs. Sans le savoir, les deux hommes posent les bases d'une charte sociale qui verra le jour 100 ans plus tard, au JO de 2024, à Paris. Avec Anne Hidalgo, on partageait vraiment cette ambition d'offrir un nouveau modèle d'organisation des Jeux. Aussi surprenant que cela puisse paraître, jamais des Jeux Olympiques n'ont été envisagés dans une capitale avec des objectifs sociaux affirmés. Cette charte, par exemple, sur l'accès à l'emploi, elle va permettre de développer, notamment en Seine-Saint-Denis, dans les territoires où les sites de compétition vont être construits, de pouvoir aller repérer, chercher, former des jeunes qui sont aujourd'hui peut-être loin de l'emploi pour les ramener vers l'emploi. Le sport, il est comme tout élément de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de la vie qui, à un moment donné, n'est pas traversé par une réalité du travail. La raison que l'on s'y intéresse en tant qu'organisation syndicale, elle est de s'assurer que les conditions de réalisation qui sont en amont, pendant et après, sont bien respectueuses des normes sociales du pays et des normes sociales internationales. L'enjeu, c'est autant de réussir les Jeux que l'avant et l'après-Jeux. Et en ce sens, la charte sociale constitue dans cet édifice une pièce absolument fondamentale. Que ces Jeux soient utiles. Et de fait, ça nous a amené à se dire qu'il fallait construire une stratégie sur ces sujets d'héritage, sur cette dimension sociétale du projet, pour qu'on ait l'adhésion de la population. Avec le charte sociale, on franchit un palier supplémentaire. Le pouvoir que le sport possède pour unifier les gens et pour, dans ces cas-là, pour contribuer aussi au développement social. C'est vraiment quelque chose qui va laisser, je pense, des conséquences pour l'avenir, des conséquences très importantes pour Paris, pour la France, mais aussi pour la suite de cette histoire. Peut-être, c'est peut-être trop tôt pour le dire, que ces Jeux Olympiques, cette charge sociale qu'on a réussi à signer, peut nous aider à servir de modèle. Si la charte n'est pas respectée, par exemple, il risque d'y avoir des tensions sociales, ça c'est sûr. Mais il faut reconnaître que du côté du patronat, le départ est plutôt bon, puisqu'on est dans le sport. On a pris un bon départ. Donc moi je suis très heureux de ce départ et aujourd'hui la dimension sociale de cet événement planétaire, elle est vraiment bien installée au cœur de l'organisation.